Carole, tu es docteur en sciences du langage, tu vas nous dire ce que c'est, ce truc, et tu es consultante en intelligence artificielle, donc je te laisse prendre un micro aussi. Du coup, je te laisse te présenter un peu plus en détail. Et puis, comment tu réagis par rapport à la première intervention là, qui parlait pas mal d'IA? C'était une très jolie intervention, merci Thierry. Alors normalement, je devrais ne pas avoir besoin du micro puisque j'ai été prof et donc ma voix doit pouvoir porter jusqu'au fond de la salle. Non, une très jolie présentation, je le disais. On va être d'accord tous les deux sur cette notion d'outil par rapport à l'intelligence artificielle, puisque ce sont des systèmes. On va pouvoir discuter définition, on va pouvoir essayer de réfléchir. On est parti de systèmes experts, on arrive aujourd'hui à des systèmes avec ou sans réseau de neurones. C'est pas toujours obligatoire. Il faut arrêter de croire qu'à chaque fois, on est obligé de mettre un réseau de neurones profond. On peut faire de l'IA sans réseau. Alors déjà, tu as prononcé un truc, là, moi je suis complètement perdue. Est-ce que tu peux bien nous définir, je voudrais un jour comprendre, la différence entre machine learning, deep learning, réseau de neurones, qu'est-ce qui est dans quoi, comment ça fonctionne? D'accord, si tu veux. Alors, ce qu'on peut faire, je vais reprendre ma présentation, si je peux me permettre de jouer avec ça. Ça arrive. Donc un doctorat en sciences du langage, c'est pas très grave. Je suis spécialiste de grammaire française et c'était simplement pour vous dire, je suis très fière de ce doctorat, mais c'est pas seulement ça. C'était simplement pour vous dire que on peut faire de l'intelligence artificielle. On peut essayer de comprendre comment fonctionne un système d'IA ou un système avec des réseaux de neurones en faisant d'abord et avant tout de la grammaire, puisque je suis spécialiste de la façon dont on pose des questions en français. Voilà. Et promis, je n'analyserai pas vos questions. Je suis également, j'ai monté une petite structure au sein de Script Conseil pour essayer de donner des conseils avisés en intelligence artificielle notamment, mais aussi en préparation de données, puisqu'on va le voir, tout ce qui est système d'intelligence artificielle a besoin de données pour pouvoir avancer. Voilà. Donne-nous les définitions, qu'on y comprenne quelque chose. Alors moi, j'avais envie de commencer avant de te donner des définitions, promis, je t'oublie pas, parce que ça n'est pas de l'intelligence artificielle. Et vous avez par exemple un bel exemple, alors j'ai triché, j'ai pris des informations personnelles, parce que comme ça, RGPD oblige, je suis d'accord, il n'y a pas de souci avec ce que j'utilise. Vous avez sous les yeux en ce moment un nuage de mots, ce qu'on appelle un nuage de mots. A priori, on pourrait croire que c'est de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a du traitement de données, pour le coup des données langagières, et il y a un logiciel derrière, on parlait de logiciel tout à l'heure avec Thierry, je pourrais vous donner le nom, c'est quelque chose qui est en libre dans la communauté informatique, donc on le fait assez facilement. Par contre, c'est pas de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'algorithme, on va en parler, il n'y a pas d'apprentissage réellement. Comment on fait un nuage de mots? Eh bien, on lui donne un corpus. Ici, vous avez un corpus qui est constitué de mon site web, de mes articles, de mes publications scientifiques et de ma thèse. C'est pour ça que vous voyez le mot apparaître, le mot question apparaître. Et donc réponse, parce que qui dit question dit réponse. Et j'ai construit ce corpus, je l'ai nettoyé, normalisé, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte de pouvoir le rendre un peu plus lisse, un peu plus facile. Et puis, grâce à un petit logiciel, on a fait des comptages. C'est des maths, c'est des calculs de similarité, c'est du TF-IDF, c'est des distances de Mahalanobis. Alors pour les matheux dans la salle, ça leur fera plaisir. Mais en gros, il n'y a pas d'IA dans la mesure où c'est simplement le nombre d'occurrences en ayant pris soin d'enlever des mots et de faire une stop list. Pourquoi je fais une stop list? Parce qu'en français, il y a des tas de mots que j'utilise tout le temps, comme le verbe être, mais qui n'est pas en soi sémantiquement saillant. Et donc, quand je veux faire un joli nuage de mots qui est représentatif d'une thématique ou d'un domaine, je n'ai pas forcément besoin de voir le mot être, enfin le verbe être ou le verbe avoir apparaître en gros. Donc, je vais garder les mots sémantiquement saillants, je vais faire un calcul, plusieurs calculs même si je veux, et puis je vais laisser apparaître les mots qui sont sémantiquement saillants en fonction de leur occurrence. Donc on voit que j'ai beaucoup parlé de rédaction, que j'ai beaucoup parlé de questions dans ma thèse, et que comme maintenant je travaille au sein de Script Conseil, j'en parle beaucoup aussi, et donc il apparaît assez naturellement. Voilà. Mais c'est pas de l'IA, parce que c'est du traitement de données, mais c'est simplement un petit logiciel qui fait des calculs. Voilà. Maintenant, promis, on y vient. Alors je vais essayer de ne pas jargonner, et puis on va retrouver, ça va être assez facile, parce qu'on va retrouver ce que disait très bien Thierry tout à l'heure. Pour moi, une intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques
On va parler de recettes. En fait, c'est des algos. Un algo, c'est quoi? C'est une recette. C'est une recette de cuisine, ni plus ni moins, qui va simuler, j'ai beaucoup aimé quand Thierry l'a dit, l'intelligence humaine dans ses productions cognitives. Et dans cette histoire de simulation, un petit peu de publicité mensongère, pour le coup. Puisque, effectivement, pour moi, et pour beaucoup, une intelligence artificielle, un système, n'est pas intelligent au sens du processus cognitif. C'est simplement qu'on cherche à reproduire, en fonction d'une tâche qu'on a envie d'accomplir, un modèle qui va nous permettre de réaliser cette tâche au mieux. Et on va faire en sorte que la machine soit capable de la réaliser en suivant un modèle et en améliorant par le jeu de données ce modèle. Et donc on va très vite tomber sur la définition de machine learning. Au milieu, les algos, je disais, c'est des recettes de cuisine, ça n'est que ça. C'est-à-dire que c'est effectivement une suite d'opérations et d'instructions, comme on mélange la farine et qu'on casse les œufs. Et bien là, on va faire un certain nombre d'opérations, mathématiques certes, mais ça reste des opérations et des instructions, qui vont nous permettre de résoudre le problème. Et là où on devient malin, c'est que quand on a du machine learning et qu'on a des données, au lieu de nous créer ces instructions, on va se servir d'algorithmes en lui disant « Voici les données, tu as l'objectif final, prendre une décision, accomplir une tâche. Eh bien, avec ces données, avec tous les exemples que tu as, cet exemplier géant, et selon les algos, j'aimerais que cette tâche soit réalisée au mieux. » C'est tout. Donc, c'est un outil. Alors, quand même, voilà. Concrètement, Carole, il y a quand même une floraison de start-up aujourd'hui qui revendiquent d'être IA-proof. Moi, j'y connais rien. Comment je valide que effectivement c'est de l'IA ou pas? C'est quoi les bonnes questions à se poser quand tu rencontres ce genre d'acteurs sur le marché aujourd'hui? Alors, d'abord, savoir ce qu'ils entendent eux-mêmes, si vous vous parlez d'algorithmes, si vous vous parlez de besoins de données, voire de machine learning, puisque on peut faire pas mal de choses avec des systèmes experts, par exemple, sans machine learning, mais pour ça, il faut un expert. Pour lui poser des questions, pour acquérir ces méthodologies, ces systèmes, ces données et ces impressions, de façon à pouvoir le construire, le modèle avec lui, de façon à derrière travailler avec des algos. Mais si on ne les a pas, il faut des données, voire de très nombreuses données. Alors on a parlé big data, on va en reparler un petit peu si on veut. Il faut des très nombreuses données, mais pas tout le temps. Un système de reconnaissance automatique de la parole, par exemple, qui serait capable, alors on aurait pu en faire un aujourd'hui, mais il aurait fallu beaucoup d'apprentissage, puisque mon système n'a pas forcément votre vocabulaire, donc il aurait fallu que je l'apprenne. Et pour ça, pour faire un bon système de reco, on n'a pas forcément besoin de big data. On a besoin de bonnes données, de données qui sont dans le domaine, qui appartiennent au domaine. Et par exemple, pour reconnaître certains mots, on a besoin de les voir apparaître en contexte, de façon à ce que ça soit pertinent. Donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'est-ce que vous entendez par intelligence artificielle? C'est quoi la tâche à accomplir? Quelle est la masse de données? Quels sont vos algos? Comment vous les traitez sur les serveurs? Une start-up qui vous parle d'intelligence artificielle et qui ne vous parle pas de serveur, ça me paraît bizarre. Vous faites pas un gâteau au chocolat sans four, quoi, concrètement. J'aime bien l'image de la cuisine. Si on parle, par exemple, on se met dans la situation, un service de ressources humaines qui s'interroge sur le fait de mettre en place un chatbot pour pouvoir répondre à des questions qui aujourd'hui arrivent par email, par téléphone ou ailleurs. Comment, du coup, tu mets en place ce genre d'outils et est-ce qu'on est obligé d'avoir de l'IA dès le démarrage dans un chatbot? Ou est-ce qu'on peut faire ça? Non, pas forcément. On va passer l'apprentissage, je reviendrai après, mais les chatbots, il faut en parler, parce qu'il y a scientifiquement, à l'état de l'art, les scientifiques aiment bien dire ça, à l'état de l'art, c'est joli comme expression, c'est assez vrai, il y a deux types de chatbots. Il y a d'une part les chatbots dits orientés tâches, et d'autre part les chatbots dits conversationnels. Alors, idéalement, un chatbot conversationnel, c'est un chatbot à qui vous pouvez demander la météo, d'éteindre la lumière, de vous faire un cours sur la thermodynamique des fluides et en même temps prendre des nouvelles de votre grand-mère. Il est doué. Multitâche, donc. Il est super doué. Puis en plus même d'être multitâche, ça veut dire qu'il a une connaissance du monde au tel que toi et moi, on l'entend, qu'on l'entend tous, et donc derrière, on a presque envie de se dire, il est où le processus cognitif pour le coup? Sauf que non.
Généralement, c'est rarissime les bots conversationnels. C'est encore à l'état embryonnaire dans certains labos, et encore c'est très compliqué, parce que circonscrire le monde entier, il y a bien un moment donné où la thermodynamique des fluides va lui poser problème. Et puis ce qui va peut-être aussi lui poser problème, pour le coup, c'est l'intelligence artificielle. Les nouvelles de la grand-mère, si elle n'est pas en forme, diplomatiquement, qu'est-ce qu'on fait, comment on le gère. Donc ça peut être compliqué. Les vrais chatbots qu'on voit aujourd'hui sur le marché, qui sont très efficaces, hein, je ne reviens pas sur l'efficacité, ce sont des chatbots orientés tâches, dont l'objectif, c'est de me donner une information. Prenons un cadre qui est le vôtre. Je suis un chatbot dédié ressources humaines. Ben, normalement, il doit être incollable sur le prélèvement à la source, enfin, au moins à peu près autant que les impôts aujourd'hui. Il doit pouvoir me parler de paye, il doit pouvoir me parler de date de versement, de RTT, que sais-je encore. Donc, pour construire ce chatbot-là, je vais avoir besoin d'un système qui va faire ce qu'on appelle du slot filling. C'est-à-dire qu'il va pouvoir circonscrire le monde dans lequel j'évolue, votre monde, et connaître les intentions, comment on verse un salaire, quelles sont les indemnités, combien de jours de RTT on a le droit quand on travaille à tant de pourcents avec tel statut, etc. Et les concepts, RTT et tous ceux que vous pouvez avoir, qu'il faudrait que j'apprenne un système de recours que je n'ai pas moi forcément. Et donc une fois que j'ai réussi à circonscrire le monde et à faire ce qu'on appelle un partage concept-intention, eh bien je peux entraîner un chatbot en lui donnant un tas de questions qui tournent autour des mêmes intentions, en lui faisant apprendre les concepts en contexte. Et puis après, quand vous lui posez une question, que ce soit de manière écrite via un clavier ou à l'oral, quand on a de la chance et que le chatbot a un système de recours en entrée, eh bien il va reconnaître ces concepts clés, il va aller chercher dans ses bases ce qui correspond, puis il va vous redonner une réponse. Alors il y a le cas, parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui, entre guillemets, trichent un peu, mais c'est de bonne guerre, parce que les utilisateurs ont aussi cette habitude-là. Si je demande à un chatbot RH, je dis « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Il est censé répondre quoi? Alors toute la question, elle est là, et elle est aussi à construire avec vous, elle est aussi à construire en termes d'intelligence émotionnelle. C'est est-ce que je réponds? Est-ce que ça a un intérêt, est-ce que je réponde? Est-ce que finalement, si le chatbot il est orienté tâche, qu'il est bien fait, qu'il est dans la société, qu'il est bien implanté, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire bah, « ça ne fait pas partie de mes fonctions, demande-le à quelqu'un d'autre » Mais du coup, ça pose une vraie question, parce que là, quand on t'écoute, c'est une approche fonctionnelle, normale, c'est un outil, très bien. Mais dans un chatbot, à partir du moment où tu rentres en conversation, quelque part, tu as potentiellement l'image de la société, une façon d'incarner ou pas la culture de l'entreprise. Comment tu les poses, ces questions quelles questions il faut se poser quand tu es au RH? Est-ce que tu fais un outil fonctionnel, basique, mais qui peut être froid? Et à quel moment tu dis, bah non, je vais peut-être rajouter un peu alors on va pas dire empathie, sympathie là pour le coup. La sympathie, tu vois, du chatbot. Tu as parfaitement le droit de faire un outil fonctionnel, mais qui est sympathique, qui respecte les règles de politesse, parce que je les lui ai apprises, qui me dit bonjour, qui me dit au revoir, qui me souhaite bonne journée, voire qui, grâce à des petits modules d'intelligence artificielle, parce qu'un chatbot c'est une chaîne, va pouvoir se souvenir de moi, parce que je lui ai posé une question il y a 8 jours, que je lui ai donné mon nom, et qu'il y a 8 jours j'avais un problème, et qui peut me dire ah ben, est-ce que ça va mieux ton problème, tu as pu contacter X de la division Y, est-ce qu'il a pu répondre à ta question? Je lui réponds oui, non, il garde l'info. C'est ce qu'on appelle de la gestion d'historique. Et là, pour le coup, ça peut se faire avec des processus d'IA. Ça, tu peux aller jusque-là. Enfin, tu peux dire que ton chatbot, il est aussi un peu... Là, du coup, on va jusqu'au compagnon, plutôt. C'est pas... On est à peine encore en compagnon, parce qu'il ne va pas me proposer quelque chose spontanément en fonction de mon historique. Il va simplement se souvenir que dans la liste, intégrer des gens qui sont passés par ces serveurs, il y a mon nom. Il y a mon nom ou quelque chose qui est associé à moi. Et là, du coup, dans ton exemple, il se soucie de toi, un petit peu. Enfin, tu vois, il y a une forme de soin, quoi. Non, c'est celui qui a construit qui se dit que c'est quand même vachement plus sympa d'avoir quelque chose d'interactif et de poli. Donc, c'est des questions, en tous les cas, qu'il faut se poser quand on démarre les projets. Quand on construit un chatbot, j'ai envie de dire, c'est important de circonscrire le domaine, de savoir quelles intentions on veut pouvoir circonscrire aussi. Et puis de se dire, qu'est-ce qu'on fait des small talks? C'est comme ça qu'on appelle le « qu'est-ce que tu veux m'épouser ?» et voilà, « est-ce que tu veux m'épouser ?»
ou plein d'autres choses. Vous verriez ce qu'on peut poser comme question à un chatbot. C'est juste drôle quand on fait de l'analyse de sortie, puisque j'en fais un petit peu. Parce que parfois, il fait « Ah ben non, je sais pas, je suis désolée ». Et donc, c'est là qu'on intervient avec la société dans l'image. C'est que quand il ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On le dit froidement, on lui propose une relation humaine avec quelqu'un qui est censé être plus disponible à ce moment-là, etc. On met un gif avec un petit smiley qui a une larme. Il y a certains constructeurs qui font ça. Des fois, c'est hyper énervant parce que quand vous êtes dans une relation client et que c'est pour un problème de SAV, je peux vous assurer que le petit smiley avec la larme, on a envie de dire « Non, mais tu peux pas me dire autre chose ?» Voilà, quoi. Donc ça, c'est à penser. Mais c'est à penser en termes d'identité de l'entreprise, avec tous les gens qui en font partie, et c'est pas le chatbot qui, de lui-même, va gagner en empathie et en conscience. Lui, il va continuer à faire fonctionner ses algos, il va éventuellement, si on a un système de reconnaissance de la parole en entrée, recueillir certains de ces éléments la nuit sur certains serveurs, de façon à pouvoir apprendre du nouveau vocabulaire, de façon à pouvoir apprendre le nom des nouveaux dans la société, ce qui est quand même un petit peu plus sympathique, de façon à mettre à jour l'organigramme, le prochain événement de team building, donner des photos parce qu'on en a eu un la veille et que c'est l'occasion de communiquer sur l'entreprise. Tout ça, c'est des temps d'itération qu'on peut faire à un outil d'IA sur les serveurs. On le fait refaire le travail avec les algos en fonction des nouvelles données. Mais c'est aussi à nous de décider quel fil conducteur on lui donne. Du coup, juste pour terminer, est-ce que du coup c'est une bonne idée de se poser la question en disant est-ce qu'on veut vraiment mettre de l'émotion dans ce type d'outil? Ou est-ce qu'on se dit voilà, non, ça reste fonctionnel, on répond à des choses. Évidemment, la politesse, bien sûr, tu vois, le basique, on va dire. Mais voilà, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je réponds par une image. J'ai mis le danger de l'anthropomorphisme. On a ce qu'on appelle l'uncanny valley. Plus vous avez un robot qui va être mobile. On voit sur ma courbe, les pointillés, c'est la mobilité. Plus il va singer, je dis souvent ça sur LinkedIn pour ceux qui me suivent, la conversation humaine ou les gestes humains, plus il va se donner, plus on va avoir ce sentiment de mal-être face au robot. Parce qu'il est un petit peu nous, mais pas complètement. Il y a cette histoire de conscience partagée, non partagée, pour le coup non partagée, mais qui donne le sentiment d'eux, qui simule. Et d'un coup, ça devient très gênant. Donc j'aurais tendance à dire, mais ça ne concerne que moi, et on peut en débattre, qu'un chatbot bien fait, c'est un chatbot qui a la politesse ancrée, qui connaît tous les tenants et les aboutissants du domaine, c'est-à-dire qui a une granularité fine sur les concepts, sur les inclusions de concepts que vous pouvez avoir dans chacun des domaines concernés, qui, à un moment donné, devant la complexité d'une requête, est capable d'appeler un humain parce que le taux de confiance et le taux de reconnaissance des concepts est trop bas et que ça va être déceptif, ça c'est un bon chatbot. Après, le faire discuter sur la météo, pourquoi pas. La grand-mère, je pense pas que c'est un super intérêt, quoi, concrètement. Ok. Bon, est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à ce qui vient d'être dit? Quelles questions vous vous posez dans vos organisations par rapport à l'utilisation de ce type d'outils? Bonjour. Je reviendrai justement sur votre dernier point là, sur l'intelligence émotionnelle que je trouve très intéressant par rapport à la configuration d'un chatbot. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui configurent ces chatbots-là, bien sûr, il y a un commanditaire et il y a un technicien derrière, mais ont conscience justement de l'importance et de mettre dans leur cahier des charges sur ce côté émotionnel qu'on veut donner au chatbot. Est-ce que ça fait partie des cahiers des charges aujourd'hui de savoir, parce que bon, moi je fais des RH, donc forcément je pense que le risque, il est plus pas dans la technicité, mais dans la programmation et dans la transparence qu'on peut avoir par rapport à un chatbot. C'est-à-dire que pour le recrutement, par exemple, effectivement, on peut très bien utiliser le chatbot pour les premières sélections, et il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut être transparent là-dessus. Et très souvent, moi, les outils que j'ai vus, ils singent les humains. Et du coup, je ne suis pas sûre qu'au bout d'un moment, les gens n'aient pas conscience, n'aient pas une compréhension que c'est un chatbot qui est en face d'eux. Et du coup, on utilise
un petit peu toutes ces données-là émotionnelles, et bien sûr, du coup la personne le trouve sympathique, se sent à l'aise, sauf qu'au bout d'un moment, c'est là où il risque. Et voilà, c'est pour ça, ma question, c'est de savoir, est-ce que quand vous avez ces cahiers des charges, est-ce qu'on vous donne ces éléments-là? De plus en plus, et il faut penser aussi à les demander. Il faut établir un vrai dialogue. Pour le coup, il y a de très jolies sociétés qui maîtrisent bien les briques d'IA, puisqu'on va parler de briques d'IA, puisqu'en fonction de savait pas, il y a de la reco en entrée, il y a de la synthèse en sortie. Vous pouvez très bien avoir un bot qui va, entre guillemets, parler, c'est-à-dire avoir une sortie vocale avec une voix, la voix de Sean Connery, si vous avez une tendance à préférer James Bond. Pourquoi pas, c'est faisable. Toujours est-il qu'il faut avoir cette conversation-là autour des small talks, mais également autour de ce qu'on dit au tout départ d'un chatbot, puisqu'on se doute que si on peut joindre le chatbot à 2h du mat', c'est pas un être humain. Sur certaines configurations et sur certains plugs, ça paraît quand même un peu dingue de se dire qu'on a notre assistant RH à 2h du matin pour la question de la paye. Mais pourquoi pas? Toujours est-il qu'il faut poser la question, et généralement les sociétés qui font ça et qui font ça bien, elles ont d'abord une phase de présentation du chatbot qui dit « Bonjour, je m'appelle X », et c'est là l'intérêt de définir un nom qui n'est pas forcément, oublions l'anthropomorphisme, mais qu'un jeu de mots sur la société, ou qui dit carrément « Je suis le chatbot de la société bidule », et puis comme ça on assume les choses. Et puis derrière, on peut travailler sur la coloration qu'on veut donner au bot, indépendamment de ses réponses. Et quand il ne parvient pas à trouver de solution, c'est-à-dire que les scores de confiance ne sont pas bons, on peut très bien imaginer « Désolé, les limites de mes compétences s'arrêtent là, je te passe un humain qui pourra mieux répondre que moi à ta question. » Ou à votre question, parce qu'il y a beaucoup de bots qui tutoient, et je trouve ça assez désagréable, parce que c'est pas toujours le lieu. En banque et assurance, quand on fait un chatbot et qu'on est en train de faire des manipulations bancaires, on n'a pas forcément envie qu'il nous tape dans le dos, quoi. Et on peut se poser des questions sur la RGPD, et on peut se poser sur des tas de questions dont il faut prévoir les interactions. Et il y a de très jolies sociétés qui font ça, qui peuvent faire appel à moi sans faire de la pub, mais pour justement gérer ces variations grammaticales, morphosyntaxiques autour d'une question, de façon à pouvoir conserver un fil conducteur informatif tout en comprenant tous les éléments de la question. En tous les cas, ça pose bien le débat des nouvelles relations entre les humains et les outils, parce que demain, en gros, tu peux te plaindre d'un collaborateur qui t'a mal parlé, mais tu peux aussi te plaindre du chatbot où t'es pas à l'aise avec la façon dont c'est abordé. Donc c'est pas qu'un sujet, loin de là, techno. Bon, merci, Carole. Je vous en prie.